Quand on a eu la crise du H1N1 il y a quelques années maintenant, les tribunaux ont interprété cette crise-là comme étant un élément de force majeure. Alors, je pense qu'avec ce qu'on vit en ce moment, puis à quel point c'est devenu gros, on est pas mal certain de vous dire que ça va être attribué à un cas de force majeure, la pandémie COVID-19. Alors, c'est quoi les effets de la clause de force majeure? Bien, c'est l'article 1693 du Code qui nous précise que quand une obligation ne peut pas être exécutée en raison d'une force majeure, le débiteur de cette obligation-là va être libéré de son obligation. Alors, la preuve, donc, que l'événement constitue une force majeure incombe au débiteur. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que vous, si ce n'est pas déjà fait, puis de les faire analyser par vos conseillers juridiques pour voir s'il y en a une clause de force majeure dans vos contrats. Si oui, comment elle va être interprétée? Est-ce qu'elle prévoit des exceptions? Par exemple, j'ai vu des clauses de force majeure qui disent que tu ne peux pas t'excuser d'une obligation financière à un contrat en cas de force majeure. Et c'est tout à fait légal. Elle peut prévoir des réductions de prestations ou la suspension même du contrat. Est-ce qu'il y a des exigences de préavis ou des délais même de préavis qu'on doit adresser aux contracteurs dans ce contexte-là? Même dans des contrats où on a des représentants par l'une ou l'autre des parties qui peuvent être affectés par la COVID-19, est-ce que c'est le fait de briser ces représentations et garanties-là enclenche d'autres risques ou d'autres obligations à une des parties contractantes? Est-ce que la COVID-19 aurait potentiellement ou elle aurait le potentiel d'augmenter les coûts du contrat? Est-ce qu'on peut penser que la COVID-19 va engendrer un bris contractuel? Bref, c'est toutes des questions qu'on envisage parce qu'évidemment, il y a plusieurs parties prenantes à un contrat. Des fois, il y a même des prêteurs et tout ça. Donc, il faut vraiment être alerte à tout ce que peut générer cette crise-là à travers toutes les dispositions, mais aussi relativement à l'exécution des obligations. Si je rentre un petit peu plus dans le secteur de l'immobilier, en fait, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent sur le concept de force majeure en tant que tel, puis ce pourquoi on voudrait l'invoquer ou ses effets? Je continue. Pour les locataires puis les bailleurs, c'est vraiment important d'examiner son bail commercial. Là. Évidemment, pas mal tous les baux que moi j'ai vus dans ma pratique comportent des clauses de force majeure qui vont varier. La plupart vont exclure même la possibilité que le locataire ne paie pas son loyer en cas de force majeure. Alors, il faut vraiment faire attention à ces dispositions-là. Il faut voir c'est quoi vos droits, finalement, quand il arrive un événement de force majeure. Donc, est-ce que ça peut te permettre de cesser de payer ton loyer advenant le cas de force majeure? Est-ce que le bailleur peut restreindre ou même empêcher l'accès du locataire à son local? Puis, s'il le fait, est-ce que ça pourrait être considéré comme étant une perte de jouissance des lieux loués, qu'est-ce qui est garanti en fait par le bail commercial? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On est tous un petit peu dans un secteur un peu gris. Là. Il n'y a pas rien de noir ou blanc, mais il y a différentes possibilités. Puis nous, on le répète depuis le début beaucoup. Il faut vraiment engager une discussion entre le bailleur et le locataire. Évidemment, le bailleur ne le fera pas nécessairement d'emblée, mais par contre, si le bailleur doit fermer les locaux, il doit avoir l'obligation de transparence puis de dire à son locataire c'est quoi les mesures qu'il a mis en place pour faire face à la pandémie. Ça va rassurer beaucoup le locataire aussi dans les circonstances. Il y a aussi une possibilité que les tribunaux interprètent la situation de la pandémie COVID-19 comme étant justement une rupture du droit au locataire à la jouissance paisible. Et on ne le saura pas encore tant et aussi longtemps que les tribunaux ne se seront pas prononcés sur la question. Hein. Alors, il y a discussion en ce moment de pouvoir signer les chèques de loyer parce que si vous voulez maintenir une bonne relation avec votre bailleur, évidemment, ça sera de continuer à rendre vos obligations dans la mesure où vous en êtes encore possible financièrement de le faire. Hein. De faire des chèques sous protêt qu'on appelle. Alors, il s'agit simplement de signer à l'endos du chèque la mention sous protêt qui fait en sorte qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette, mais qu'on pourra peut-être aller réclamer ces montants-là plus tard si un jugement sort à l'effet que le locataire a tenté de payer le loyer.
Les bailleurs aussi, en ce moment, bénéficient de bon nombre d'allégements, notamment auprès des institutions financières, si l'immeuble que vous louez est hypothéqué, pour juste, par exemple, ne pas payer le capital et seulement les intérêts sur leurs prêts. Fait qu'il y a beaucoup d'assouplissements. Les villes aussi ont soulevé des obligations de paiement de taxes foncières et tout ça qui peuvent être reportées dans le temps. Donc, d'engager la discussion si vous êtes un locataire qui est auprès de problèmes de liquidité pour payer son bail, d'engager une discussion va vous permettre de voir c'est quoi les assouplissants qui sont possibles, quels sont les allégements qu'ils peuvent avoir avec le bailleur. Dernière chose que je voudrais mentionner aussi au chapitre de l'immobilier, pour ce qui est des obligations avec les baux commerciaux, c'est possible aussi que dans votre bail commercial, puis ça sera à vérifier, là, pour chaque baux est unique, mais la plupart vont avoir des exigences au chapitre des assurances pour une continuité des affaires. Donc, si c'est votre cas, si elle est incluse dans une police, la couverture pourrait compenser la perte de bénéfices attribuables au risque assurable en vertu de la police, donc le cas de force majeure, et faire en sorte que l'assureur se substitue au locataire pour payer le loyer du locataire pendant la période de crise. Alors, ça peut être quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour les deux parties aussi, tant le bailleur que le locataire. Est-ce qu'il y a des questions relativement à la partie immobilier? Comme on disait, là, vous pouvez aussi les mentionner à la fin et on pourra engager une discussion sur certains des éléments dont j'ai parlé. Pour le secteur de la construction, là, ça aussi, je vais faire juste un bref survol. Là. Je pense que l'idée de Francis aussi, c'était d'ouvrir un dialogue. Là, fait que je voulais plutôt mettre quelques éléments de réflexion pour qu'on puisse avoir une discussion sur l'impact COVID dans ce qu'on vit maintenant pour la construction immobilière. Alors, construction, dans ce secteur-là, on voit souvent des obligations de résultats. Alors, ça veut donc dire qu'un entrepreneur ou un constructeur ne peut pas se dégager de sa responsabilité, sauf s'il y a la survenance d'une force majeure. Puis, comment ça a été interprété par les tribunaux? C'est un petit peu plus limitatif pour l'entrepreneur et le constructeur. Les retards causés par la force majeure sont dits excusables et donc donnent le droit simplement à une prolongation de délai qui est proportionnelle à la durée du retard des travaux pour laquelle le propriétaire ne pourra pas recevoir d'indemnité. Alors, souvent, dans les contrats de construction, on a des indemnités pour les retards de chantier et tout ça, mais là, le propriétaire ne pourra pas s'en prévaloir puisque l'entrepreneur, le constructeur, va être excusé par la force majeure pour le retard. Donc, un cas de force majeure en matière de construction ne permet pas aux entrepreneurs ou aux contracteurs de s'exonérer totalement de leurs obligations contractuelles. La personne qui va assumer les coûts en conséquence du retard de la construction, ça va être le débiteur de la clause de force majeure, donc l'entrepreneur ou le constructeur. Et ce qu'on a vu en jurisprudence comme étant des dommages prévisibles, là, ce que l'entrepreneur ou le constructeur va devoir continuer à payer, c'est les frais de chantier, tout l'overhead, les salaires des employés et aussi ça va inclure l'éventuelle augmentation de salaire des employés, l'entretien des machines, les conditions générales, les honoraires additionnels de gestion, le profit, la protection l'hiver, donc l'enlèvement de la neige, de la glace, chauffage temporaire, diminution rendement de la main-d'œuvre. Donc, je pense que ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'une analyse assez extensive des dommages prévisibles pourrait s'avérer pertinente dans le contexte où vous êtes en arrêt de chantier en ce moment pour voir quels sont véritablement les coûts de la COVID-19, autre que le retard. Je vais juste finir mon billet avec, je pense, des recommandations d'ordre général là, pour vous et ce qu'on dit à nos clients. Là. Dans une crise comme celle qu'on vit en ce moment, les risques de litige sont beaucoup, beaucoup, beaucoup augmentés. C'est vraiment important de se renseigner puis d'avoir, que vous soyez mis en garde de vos obligations ou des déclarations que vous devriez faire dans ces situations-là. Soyez proactifs dans la révision de tous vos contrats. Vos conseillers juridiques devraient être en mesure de vous conseiller sur une liste de conditions à remplir, par exemple, des obligations que vous aurez face à vos co-contractants, face à vos prêteurs dans les nouvelles circonstances. Et comme je l'ai mentionné aussi un petit peu plus tôt, on recommande vraiment un dialogue ouvert pour maintenir des bonnes relations contractuelles et pour s'assurer qu'on est tous sur la même page. Documenter ces éléments-là, les discussions que vous avez avec vos co-contractants pour avoir des preuves aussi.
de ce que vous avez déterminé comme étant des allégements ou des assouplissements pertinents dans le contexte. Et voilà, je pense que ça termine ce que j'avais à dire, du moins le survol que je voulais faire avec vous là, sur l'application de la clause de force majeure. Parfait. Merci beaucoup, Sandrine. Moi, j'ai une question. C'est-tu arrivé souvent des histoires de force majeure c'est-tu la première fois qu'on le vit? On l'a-tu vécu avec la crise du verglas? À quel moment on l'a vécu? Excuse-moi, ça a coupé un petit peu. Tu mentionnais si ça arrivait souvent dans le passé? En fait, la force majeure arrive présentement. On semble convenir, mais historiquement, à quel moment c'est arrivé ici au Québec? On l'a tout déjà eu? Mais là, c'est sûr qu'on parle d'une crise sanitaire. Là. Ça, Ouais. celle-là est vraiment spéciale, mais il y en a souvent. On peut parler de grève, de lockout, il manque de matériaux, une pénurie de matériaux, de main-d'œuvre. Il peut arriver plein de situations comme ça où la clause de force majeure va s'appliquer. On parle même dans des clauses de guerre civile, de choses comme ça. Enfin, des clauses assez... des fois, on les lit, on pense que c'est un peu ésotérique et finalement, on se retrouve dans une situation où ça s'applique, mais même des situations, justement, plus syndicales ou de grève et tout ça, ça arrive assez fréquemment. Puis la dernière crise sanitaire qu'on a eue, c'était le H1N1. Je pense que le SRAS aussi, elle avait été considérée comme étant un cas de force majeure. Hein. Okay, c'est juste que cette crise-là, particulièrement, engendre beaucoup d'autres conséquences aussi contractuelles qui ne sont pas juste spécifiques à une industrie et qui s'appliquent en ce moment globalement dans le monde. Exact. On a 2 questions de la part de Mathieu Lachaine. Mathieu, est-ce que tu peux lever la main pour qu'on puisse te permettre de formuler tes questions? Je peux les lire, mais tu pourrais les formuler. Donc, je vais te permettre de parler. Vas-y, excuse-moi, pas Martin, je me suis trompé. Mathieu Lachaine. Je ne sais pas s'il est là. Mais je peux te les formuler, dans le fond, les questions de Mathieu, là. Mais je veux voir si je suis capable de retrouver. Parce qu'il n'est peut-être plus là. OK, donc Mathieu a formulé une question qui est la suivante. Pour bien comprendre si on a accès à la bâtisse par le propriétaire, sommes-nous en droit que notre loyer soit réduit? À quelles conditions? Bien, c'est ça, un peu comme je disais, ça ne sera pas encore déterminé en ce moment par les tribunaux. Qu'est-ce qui va advenir de cette situation-là? Les éléments de réflexion que nous, on a eus au niveau des baux commerciaux, bon, à la base, dans un bail commercial, le bailleur doit garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués. Ça, c'est la base d'un bail. Et donc, advenant que le bailleur est forcé, lui, de fermer ses locaux, comme c'est le cas par les décrets pour beaucoup d'édifices en ce moment, je pense que l'interdiction totale n'est pas encore faite, c'est-à-dire qu'on peut permettre encore aux locataires de rentrer dans les lieux, mais il y a certains bailleurs qui ont pris la décision de complètement fermer leurs portes. Est-ce que lui, il va être jugé comme s'il n'y avait pas accès, il n'y avait pas octroyé finalement la jouissance paisible des lieux loués aux locataires et donc à ce moment-là, il est en bris de condition de son bail, nous permettant de ne pas payer notre loyer. C'est pas encore tout à fait déterminé. C'est pour ça que je pense qu'à la base de tout ça, il faut avoir la discussion avec son bailleur et oui, les bailleurs vont aller chercher pour pouvoir offrir ces allégements-là à leurs locataires. Ils ont aussi des parcs immobiliers, souvent, dans lesquels ils peuvent opérer compensation sur certains de leurs revenus pour pouvoir aider des locataires, comme, par exemple, des centres de yoga qui ont dû fermer leurs portes pour les premiers à être touchés, là, qui ne peuvent absolument pas tirer aucun revenu en ce moment. Fait que il n'y a pas de réponse noir ou blanc à ça, mais bien sûr qu'une réduction de loyer peut être possible. Par contre, la manière que je le vois, ça serait probablement un prêt sans intérêt. Là. Il faudrait qu'on ait des modalités qui sont à négocier après avec le bailleur sur comment est-ce qu'on va rembourser. Par exemple, si j'ai eu un allègement de mon loyer brut et je paye encore mon loyer additionnel, donc les frais d'opération et tout ça, mais j'ai un allègement de mon loyer brut pendant 3 mois. Bien là, je vais avoir 3 mois de loyer à reporter dans le temps puis à payer. Je peux offrir au bailleur de le payer sur 12 mois, par exemple. En tout cas, c'est vraiment juste une discussion de négociation. Là. Mais est-ce que c'est pas plutôt il me semble que les propriétaires doivent avoir des assurances, puis c'est eux autres qui ont une perte de revenus, un peu comme dans le monde de l'hospitalité. Là. Si vous avez une force majeure comme ça, puis qu'il y a une perte de revenus, ils ont des assurances pour ça. Parce que nous, on peut
on n'a pas d'assurance pour dire, ben on n'a plus accès, puis il faut qu'on continue de payer des milliers de dollars par mois. Puis, fait que j'essaie de voir comment. Je comprends la négo, là, mais le cash le cash rentre pas plus. Là. Techniquement, on peut repousser, mais on creuse notre tombe. Là, ben c'est ça, regarde. Je vais essayer de répondre simplement, puis ça vaut ce que ça vaut. Je l'ai dit en fin de présentation que les risques de litige vont augmenter là, après la crise parce que plus il y a d'incertitudes, plus les gens prennent des avenues d'interprétation X ou Y, plus on va se battre éventuellement pour récupérer l'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Là. Alors oui, s'il y a une clause de force majeure, et encore là, il faudrait la regarder dans votre bail commercial, parce qu'elle peut ne pas vous empêcher de payer votre loyer. Là. Ça peut être écrit mot pour mot que vous ne pouvez pas être excusé d'aucune obligation financière dans votre bail commercial. C'est souvent le cas. Mais si ce n'était pas le cas, vous pourriez invoquer la clause de force majeure, envoyer un avis à votre bailleur disant qu'à partir de telle date, vous êtes dans l'impossibilité de payer votre loyer. Mais le risque de litige lié à ça peut augmenter. C'est pour ça que je pense que c'est essentiel avant de tirer. C'est comme un peu une clause shotgun dans une convention d'actionnaire. C'est comme le dernier recours un peu. Là, c'est une clause un peu pas agressive, mais c'est mettons, une position un petit peu plus agressive, là, de dire, ben moi, je ne suis pas capable financièrement d'arriver à mes fins, j'ai des gros problèmes de cash flow, j'ai mis à pied des employés, etc. J'ai besoin qu'on discute ensemble de comment je vais faire pour garder mon local, pour qu'on puisse traverser cette crise-là ensemble et qu'au retour, je sois encore ton locataire parce qu'eux n'ont pas intérêt non plus à avoir des locaux vides en ce moment-là. Ils ne seront pas capables l'argent sur la table aussi pour qu'un nouveau locataire prenne le local, puis ils ne peuvent pas maintenant en ce moment, de toute façon, tout est empêché. Donc, ils ne veulent pas vous perdre, ils vont forcément avoir une oreille attentive à ce que vous avez à dire, puis à écouter vos problématiques. Là. C'est bon, Mathieu? C'est bon, oui, c'est bon, je vais regarder le contrat clairement. Oui. Puis si c'est pas une clause majeure, ça sera le Code civil qui va s'appliquer à ce moment-là. Parfait. Oui, la prochaine question, c'était, vous avez parlé des chantiers, puis je me demandais quelles étaient les mesures. En fait, deux questions. Numéro un, est-ce qu'on pourrait, si le gouvernement réouvre les chantiers, est-ce qu'on pourrait, nous, être tenus responsables par des employés ou des clients s'il y a un cas de contamination parce qu'on décide de suivre la réouverture et de réouvrir? Et le deuxième aspect de la question, c'est qu'est-ce que vous voyez comme mesures qui vont être requises pour reprendre les travaux puis pour réduire les risques de litige donc avec les employés et les clients. Dans notre cas, c'est pas du chantier de neuf, là, c'est du chantier de rénovation. Donc, on est dans des lieux habités des clients. À la première question, chaque employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses employés. Est-ce que ça s'étend aux sous-traitants? Non, je ne pense pas. Donc, ça veut donc dire que si, mettons, le gouvernement décide de réouvrir, puis Catherine, tu peux embarquer aussi là, si tu vois la pertinence, mais chaque mesure qui seront prises, si le gouvernement décidait de dire « OK, c'est beau, le chantier reprend, doit être documenté », c'est comme les épiceries en ce moment qui sont obligées de rester ouvertes. Eux aussi ils peuvent contracter des virus, les caissiers, les caissières et tout ça. Mais l'épicerie met en place un certain nombre de mesures pour protéger ses employés et ils considèrent donc que leur lieu de travail est sécuritaire. Fait que ça, c'est une chose. Puis ça va empêcher les poursuites d'éventuels employés. Les clients qui rentrent dans le commerce, je n'ai pas trop bien compris cette... Non, je disais, nous, c'est un chantier, entre guillemets, de rénovation. Donc, on rentre dans des lieux habités, des lieux privés. Bien, c'est ça. Il faut donc avoir des mesures en place pour faire en sorte que, si c'est un communiqué pour dire, bien, il faut que vous vous laviez les mains à la sortie, à l'entrée, si c'est de
de rendre certaines pièces plus sanitaires ou je ne sais pas trop, ça sera des mesures à prendre pour vos employés pour assurer que le chantier est sécuritaire pour eux de ce point de vue-là. Parce que c'est une obligation comme administrateur. Là. Exact. Catherine, veux-tu renchérir? Toi qui es plus ferrée en droit du travail que moi. Là? Oui, mais en fait, je pense que tu as bien couvert le sujet. Là. En fait, c'est sûr qu'il faut faire attention sur les chantiers. Il faudrait peut-être mettre une politique en place pour chaque chantier, mais en fait, chaque chantier de résidentiel, ça va être environ les mêmes mesures. Fait que la même mesure pour tout le monde, pour que tous les employés soient liés par cette politique-là aussi. T'sais. Fait que s'ils ne respectent pas les conditions, mais au moins, vous avez une sorte de recours de dire, bien, écoutez, moi, comme employeur, j'ai mis une politique en place, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, et rendu là, bien, c'est hors de mon contrôle. OK. C'est bon. Est-ce que ça te va, Mathieu? Merci beaucoup. Merci, merci. Bienvenue chez vous, Mathieu. On reste en contact. Je ne sais pas si, Sandrine, tu vois, mais il y a une question qui est formulée par Yael Diallo. Je ne sais pas si Yael veut la formuler de vive voix. Je vais permettre le micro. Yael, si tu veux formuler ta question. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui. Oui, OK. D'ailleurs, merci pour la présentation, très, très intéressant. La question, dans le fond, ça s'adresse pour les entrepreneurs dans le domaine résidentiel. Et compte tenu donc, de la situation actuelle, donc les services non essentiels étant fermés, d'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'un entrepreneur, dans le fond, pourrait risquer s'il décidait, mettons, d'aller continuer à travailler dans un chantier, dans une maison où, dans le fond, il n'y a pas de résident, où il est tout seul? Ouais, c'était ça ma question. Je pense qu'il y a des amendes qui peuvent être, parce que comme ils ont décrété l'état d'urgence, le gouvernement, et là, j'avoue que je ne suis pas certaine, là, mais je pense qu'ils peuvent émettre un certain nombre d'amendes à des gens. Catherine, tu t'es-tu au courant de… Je ne suis pas au courant exactement, là, sincèrement. Je pense que c'est des amendes, là, c'est les mêmes amendes qu'on donne aux résidents, là, sûrement. Là. Des amendes d'environ de 1 000 là, mais ça c'est par personne, de ce que j'ai pu comprendre. Puis ça peut aller vite. Donc, je pense pas que c'est la meilleure tactique non plus à emprunter. Là. Non, clairement. Okay. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, M. Yaya? Oui, merci. Parfait, merci. Bienvenue chez vous. Donc, on va poursuivre. On vous invite toujours à formuler vos questions si vous en avez dans le cadre des 2 sujets qui sont abordés aujourd'hui. On a la chance d'avoir 2 juristes de chez Millwright et compagnie. Donc, là, on va poursuivre avec… merci beaucoup, Sandrine Tremblay, pour l'introduction sur la force majeure. Et maintenant, autour de Sandrine, pas Sandrine, mais plutôt Catherine Ducharme pour la suite. Donc, tu veux que je parte le PowerPoint? Oui, s'il vous plaît, si c'est possible. Oui, parfait, merci. Et juste en guide d'introduction, là, savoir en fait si vous êtes tous du milieu résidentiel ou, je parle aux entrepreneurs de construction, là, ou vous êtes plus du milieu chantier CCQ et tout ça, là, pour me donner un peu une idée de à qui ça va s'adresser plus la présentation. Moi, j'entends pas, je ne sais pas si c'est juste moi. Je sais pas si Francis, tu m'entends? Ça va. Oui. OK, j'entendais pas, Catherine, c'est bon. OK, bon. Ben, c'est bien, mais en fait, j'avais plus formulé une question d'ordre général, là, je vois pas. Là. Bon, Martin a répondu les 2. OK. Bon, mais écoutez, ce que je vais vous dire comme premier commentaire, en fait, c'est que la présentation s'adresse plus à des personnes qui font hors chantier CCQ. Pourquoi? Parce que je vais présenter en fait les lois minimum en droit du travail. Donc, c'est tout ce qui est hors résidentiel, excuse-moi, hors chantier CCQ. Aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que vu que c'est basé sur les lois, ces normes du travail, en fait, il va falloir se référer à une convention collective si vous en avez une en place dans votre entreprise en ce moment aussi. C'est des lois qui sont additionnelles. En fait, c'est des règles à respecter additionnellement à celles des lois et ces normes du travail. Donc, c'est un peu les premiers points généraux que j'avais à faire sur le PowerPoint. Peut-être juste passer à la seconde diapositive. C'est là? C'est l'autre d'après, en fait. Merci. Les sujets que je vais aborder aujourd'hui, c'est la mise à pied, le licenciement économique et la réduction des heures de travail des employés. On peut passer au premier sujet. Donc, première chose, la définition de la mise à pied. Une mise à pied, c'est quelque chose qui suspend de façon temporaire le contrat de travail conclu entre l'employeur et l'employé. Donc, l'employé va conserver son lien d'emploi. Il va être rappelé à retravailler éventuellement dans un futur rapproché. Donc, on veut garder ces employés-là qu'on met à pied.
Au Québec, une mise à pied est temporaire si c'est d'une durée de moins de 6 mois. Donc, c'est vraiment important que ça soit moins de 6 mois. Si on tombe dans plus de 6 mois, on va tomber dans une rupture de lien d'emploi. Puis, il va y avoir d'autres conséquences qui vont s'appliquer. Je vais y arriver avec le licenciement par la suite. On se fait souvent demander par nos clients, est-ce que je dois payer du salaire pendant la période de mise à pied? La réponse, c'est non. Vous n'êtes pas obligé de payer le salaire pendant la période de mise à pied, à moins de l'avoir prévu dans son contrat de travail, dans une politique mise en place par l'entreprise, ou encore dans une convention collective. Donc, s'il y a des dispositions de la convention collective qui vient dire qu'on doit payer le salaire, on va devoir le payer. Là, c'est bien important de comprendre aussi qu'un employé peut décider, puis ça, c'est vraiment à sa propre discrétion uniquement, d'utiliser ses vacances accumulées afin de continuer de recevoir un salaire pendant cette période-là de mise à pied. Donc, il pourrait dire, je vais utiliser mes périodes de vacances pour continuer d'avoir un certain salaire qui rentre pendant cette période-là. Une autre question qu'on se fait souvent demander par nos clients, c'est est-ce qu'on doit donner un préavis ou une indemnité de fin d'emploi? La réponse est non. Vous ne mettez pas fin à l'emploi de votre employé, vous le conservez à votre entreprise, donc avec vous. Donc, vous n'avez pas à payer un préavis. Les procédures à suivre lors de la mise à pied temporaire, c'est relativement simple. Il n'y a pas d'obligation de l'employeur de remettre une lettre qui explique les motifs ou quoi que ce soit selon la loi et ses normes du travail. Par contre, nous, en tant que conseiller juridique, là, on vous conseille fortement de le faire. Entre autres, pour expliquer les motifs entourant la mise à pied, donc la circonstance du COVID-19, ça va de soi, ainsi que la période temporaire prévue où l'employé sera mis à pied. Donc, si c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, on doit le dire. Bon, depuis, l'employeur doit remettre un relevé d'emploi à chaque employé. Ce qu'on va inscrire, c'est la mention A pour manque de travail. Donc, ça va de soi aussi dans les circonstances actuelles de la crise. Puis idéalement, là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de le transmettre par voie électronique et non par version papier, même si vous pouvez faire les deux, mais pour éviter le risque de propagation du virus, c'est un conseil qu'on vous donne général là-dessus. Les employés mis à pied temporairement devraient être éligibles aux prestations d'assurance-emploi sous réserve d'avoir travaillé le nombre d'heures requis pour être admissibles. Sinon, bien, les employés pourraient observer en fait la disponibilité de la nouvelle prestation canadienne d'urgence à cet égard. Je pense qu'on parle de quelque chose comme 2 000 $ par mois. Bon, les conséquences d'une mise à pied de plus de 6 mois. Bien, selon l'article 82 de la loi sur les normes du travail, après la période de 6 mois à compter de la date de la mise à pied, le lien d'emploi va être réputé rompu. Donc, c'est comme une fin d'emploi qui va arriver. Puis l'employeur, dans ce cas-là, va devoir donner un préavis ou une indemnité de fin d'emploi. De plus, là, si l'employeur met à pied au moins 10 employés, donc c'est important, c'est un chiffre important, 10 employés pour une durée de plus de 6 mois, donc rendu à 5 mois, on se rend compte que ces 10 employés-là, on ne pourra pas les garder. Bien, il va y avoir des dispositions spécifiques de la loi sur les normes du travail qu'on est s'appliquer relatives au licenciement collectif. Donc, en plus de donner un préavis, on va devoir aussi donner un avis au ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans les délais prévus par la loi. Peut-être juste changer la diapositive. On arrive au licenciement collectif. Donc, le licenciement collectif, c'est la rupture définitive du lien d'emploi. On ne garde pas l'employé avec nous. Puis dans le contexte de la crise liée au COVID-19, les licenciements sont majoritairement liés à des motifs qui sont économiques. On parle d'une difficulté financière de l'entreprise. L'employeur doit être en mesure de faire la preuve concrète de la baisse de son chiffre d'affaires. Donc, il y a un lien entre cette baisse de chiffre d'affaires et la rupture de l'emploi. Donc, je ne peux pas garder mes ressources humaines puisque, il y a une baisse du chiffre d'affaires. Par exemple, on peut le faire à l'aide des états financiers. On fait une moyenne des dernières années, puis on valide en fait avec les états financiers de 2020, puis on fait un comparatif, puis on voit éventuellement là, effectivement, il y a un problème au niveau du cash flow. Le plus important à retenir, c'est les choix des employés à licencier. On ne peut pas licencier qui qu'on veut, comme qu'on veut. On ne peut pas les choisir personnellement chacun. Ça va être basé sur des critères qui sont objectifs et impartiaux, donc non subjectifs. Par exemple, vous pouvez licencier le monde selon leur rendement, leurs compétences, la polyvalence. Si quelqu'un est capable de faire plusieurs tâches, on va le garder, tandis que les personnes qui ne sont pas capables de faire plusieurs tâches, on va les laisser partir, malheureusement. Puis le critère, en fait, qui est toujours ou presque employé par les entreprises, c'est vraiment l'ancienneté. Ça a été accepté en jurisprudence, c'est reconnu au Québec, donc je vais laisser partir les employés avec le moins d'expérience en premier. L'employeur, en fait, a une obligation de prouver que son geste n'est pas un prétexte pour se débarrasser d'un employé en particulier. Si le choix de l'employeur est basé sur des critères qu'on dit subjectifs et personnels à un employé, le licenciement pourrait être assimilé à un congédiement, qui n'est pas la même chose qu'un licenciement, je vais y revenir tout de suite après. Et il pourrait en fait bénéficier des recours et de la protection de la loi sur les normes du travail. Donc, par exemple, un employé qui a plus de 2 ans de service continu pourrait faire un recours pour congédiement sans cause suffisante sous la loi parce que c'est un prétexte
pour se débarrasser de lui qu'on a utilisé le licenciement. Donc, il faut faire très attention à ça. On s'est rendu compte en parlant avec nos clients, en fait, que plusieurs ne savent pas c'est quoi la différence entre un congédiement et un licenciement. C'est vraiment pas la même chose au niveau légal. Donc, c'est important d'utiliser le bon terme. Au niveau du congédiement, on parle de quelqu'un qu'on a toujours besoin de ses services, mais que malheureusement, cette personne-là ne fait plus l'affaire. Donc, on va laisser cette personne-là à cause de ses problèmes de compétences disciplinaires ou autres. Donc, c'est vraiment relié à la personne. Tandis que le licenciement, comme vous l'avez vu, là, c'est on a une difficulté financière comme entreprise, on n'a rien à approcher à l'employé, mais malheureusement, on doit se débarrasser de certaines ressources humaines, puis ça tombe le choix sur cette personne-là, puisqu'on s'est basé sur notre critère objectif. Bon, mais par la suite, c'est sûr qu'on doit donner un préavis ou une limité de fin d'emploi parce qu'il y a une rupture du lien d'emploi. Par contre, l'article 82 de la loi C-Normes du travail vient énoncer quelques exceptions à ce principe-là. Je vais en énoncer deux bien importants. Là. Les employés qui ont moins de 3 mois de service continu, on n'est pas obligé de donner un préavis de fin d'emploi. Donc, on les laisse partir, c'est comme une période de probation, puis on n'est pas obligé de donner un préavis. Ensuite, les employés qui ont été licenciés ou mis à pied en raison d'un cas de force majeure. Donc, ma collègue vient vous entretenir sur la force majeure. Je ne vais pas m'éterniser, mais on pense qu'il est fort possible que la crise liée au COVID-19 soit reconnue comme étant un cas de force majeure, permettant ainsi aux employeurs d'échapper à donner l'obligation de donner un préavis ou une indemnité de fin d'emploi. Donc, vous ne serez pas obligé de donner votre indemnité. Par contre, dans tous les cas, au moment du licenciement, l'employeur doit s'assurer de remettre au salarié, en fait, toutes les sommes qui lui sont dues. Donc, on parle de salaire, heures supplémentaires, indemnité de vacances, donc le 4 ou le 6 qu'on a. Donc, tout ce qui est en banque devrait être remis au salarié. Finalement, bon, le licenciement économique collectif, là, la différence entre un licenciement économique et un licenciement économique collectif, c'est qu'en fait, on parle de 10 personnes ou plus d'un même établissement sur une période de 2 mois, ou encore, comme je l'ai dit tantôt, une mise à pied de 10 personnes ou plus pour une période de plus de 6 mois. Puis dans ce cas-là, on va devoir donner, en plus du préavis de fin d'emploi, un avis au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cet avis-là, normalement, il doit être donné selon un délai prévu par la loi. Par exemple, ça peut être 8 semaines avant le licenciement lorsque le nombre de salariés est de 10 et inférieur à 100. Puis on peut aller jusqu'à 16 semaines pour 300 salariés. Toutefois, là, la loi est bien faite. Il prévoit encore une exception en cas de force majeure. Lorsqu'un événement imprévu va justement empêcher un employeur de respecter les délais prévus par la loi C-Normes du travail, l'employeur va devoir donner un avis au ministre aussitôt qu'il est en mesure de le faire. Donc, c'est quand vous êtes en mesure de le faire, vous envoyez l'avis au ministre, tout simplement. Idéalement, on fait ça avant de licencier le monde. Il y a des exclusions de certains employés qui n'ont pas besoin, en fait, de recevoir l'avis de licenciement aussi au ministre. Donc, on parle entre autres d'un établissement dont les activités sont saisonnières ou intermittentes. Donc, je pense entre autres à une entreprise de paysagement. C'est la fin de l'été, ils vont licencier du monde. À chaque fin d'été, c'est toujours comme ça. Donc, on ne va pas donner un avis au ministère à chaque fois, au ministre en fait, à chaque fois qu'on licencie les employés à chaque année. Donc, ça va de soi. On peut passer au troisième et dernier sujet, qui est dans le fond la réduction des heures de travail des employés. Dans le contexte actuel, il est possible que les employeurs se disent « Bon, moi, je ne veux pas licencier mes employés, je ne veux pas les mettre à pied, donc je vais réduire leur heure de travail. » Par contre, une telle réduction pourrait mener à des plaintes pour congédiement déguisé. Donc, un congédiement déguisé, c'est lorsqu'un employeur modifie de façon unilatérale et substantiellement les conditions de travail d'un employé, provoquant ainsi son départ, donc une démission de sa part. Donc, c'est un congédiement déguisé parce que l'employé démissionne, mais c'est en raison des modifications des heures de travail, par exemple, qu'il va démissionner. Il n'est pas exigé que l'employeur agisse de mauvaise foi intentionnellement pour mettre quelqu'un à la porte, c'est pas ça non plus. Puis, de plus, l'acceptation du salarié de cette condition de travail-là ne prive pas de ses recours sous la loi C-Normes. Donc, le fait qu'il accepte une réduction des heures, puis par la suite, il démissionne, il fait un recours aux normes du travail, ça ne l'empêche pas, en fait, d'avoir ce recours-là. Il faut faire vraiment attention, il faut consulter un conseiller juridique si on veut réduire les heures, prendre les bonnes mesures, puis s'assurer, en fait, d'arriver à un consentement là, avec l'employé à ce sujet-là. Une autre alternative possible, c'est de faire appel, ou en fait, d'appliquer en tant qu'employeur au programme de travail partagé offert par Service Canada. C'est un accord tripartite, donc entre l'employeur, l'employé et Service Canada. Ça prend l'accord des employés. Puis ce programme-là vise à éviter justement les mises à pied et les licenciements. Puis ça permet d'offrir un soutien aux revenus aux employés qui sont admissibles
aux prestations d'assurance-emploi qui réduisent temporairement leurs heures de travail pendant la période de crise du COVID-19. Donc, ça va être les employés qui vont accepter de réduire leurs heures, mais ils vont avoir une compensation financière de Service Canada, en fait, pour les heures de travail qu'ils auraient dû normalement travailler. Par contre, il est important de noter qu'une demande de participation au programme doit être soumise au moins 30 jours avant la date de début envisagée par l'employeur. Puis là, j'ai un petit lien, en fait, là, je pourrais peut-être vous le copier, je ne sais pas si c'est possible. Je ne suis pas très habile encore, là. Francis, es-tu capable de le faire, en fait, de le mettre dans le courriel? On va leur copier, puis on peut leur envoyer par courriel à tout le monde. Donc, je pense que je viens de l'envoyer, là, juste m'assurer que c'est correct. Puis donc, ça a été envoyé sur la conversation là, du webinaire. Et puis, on vous invite à le consulter. Il y a des mesures spécifiques puis il y a des conditions à respecter comme employeur, bien entendu, pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, c'est un peu le tour des mesures qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Je demeure disponible pour les questions. Peut-être qu'on pourrait arrêter aussi le PowerPoint là, pour que je réponde plus adéquatement aux questions. Ouais. Merci, Francis. Ouais, donc, bravo, merci beaucoup, Catherine. Donc, l'idée, c'est, on a quelques questions. Oui. Bon, ça, on avait répondu de Yao. On a également Bernard, mais Bernard n'a pas accès au micro, donc on dit ici, bonjour, compte tenu que les nouvelles demandes d'assurance emploi seront transférées à la prestation d'urgence de 2 000 $, est-ce qu'un employé peut avoir un recours contre son employeur pour le manque à gagner entre la prestation de 2 000 et le montant de la prestation d'assurance emploi qui aurait normalement reçu environ 573 semaines? Bien, pour répondre à votre question, Bernard, en fait, c'est pas un recours contre vous qu'il pourrait avoir, puis en fait, il n'y aura pas de recours tout court, là. Le manque à gagner ne sera pas accompli par vous. C'est sûr que c'est important d'appliquer la bonne mesure. Fait que si, je ne sais pas si vous parlez dans le contexte d'une mise à pied ou d'un licenciement, mais c'est important de spécifier aux employés que c'est en raison de la crise du COVID-19 puis une difficulté financière que vous êtes rendu là. Dans ce cas-là, le nombre de recours va être vraiment limité contre vous. L'employeur est vraiment bien protégé selon la loi lorsqu'il y a des difficultés financières, puis c'est très comprenable. Le fait que, bon, il est éligible à une prestation d'assurance emploi ou l'autre, ça ne vous concerne pas, c'est vraiment au niveau gouvernemental. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport justement à la présence de Catherine en lien avec l'emploi et la période qu'on vit. Pour le moment, ça semble être calme. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Il reste encore quelques minutes. J'ai répondu à Denise. Je ne sais pas si Mme Rie, vous avez pu voir ma réponse. Là. Je pense que vous m'avez posé une question. Ça apparaît dans le questions et réponses à résolu. Okay. Alors, vous me direz si j'ai bien répondu à votre question. On va permettre à Denise de s'exprimer. Denise, est-ce que vous êtes là? Denise, on lui avait parlé tantôt. Oui, Denise? Oui, merci. Il prouve la force majeure de son... C'est ça, en fait... OK, là, je comprends. C'est ça, c'est qu'en fait, si je comprends bien, c'est qu'ils vont accorder un délai additionnel pour poursuivre ou compléter les travaux. Mais il n'y aura pas de pénalité, là, parce qu'il y a des pénalités à certains contrats publics, d'ailleurs, qui sont quand même très importants. Mm-hmm. Pour ça qu'il va falloir qu'il dénonce le déclenchement de la clause de force majeure qui l'empêche, qui le met dans une situation où il est impossible pour lui de poursuivre les travaux et il va avoir une exonération pour les retards. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'indemnisation, mais il n'y aura pas de pénalité uniquement pour les retards. Mais comme je disais, il y a quand même un certain nombre de dépenses qui vont s'appliquer à lui là, dans le cadre du contrat de construction là, qui sont liées à la force majeure. Là. Mais on peut invoquer les indemnités de retard qui sont dans nos contrats. Merci. Merci beaucoup, Denise. Merci de votre présence. Merci beaucoup à Sandrine, merci beaucoup Catherine. Là, on va retourner à la présentation Batimatech rapidement, puis après ça, on va laisser les gens poursuivre leur activité. Donc, grosso modo, ce qu'on voulait vous montrer, c'était le rôle de Batimatech, à savoir de catalyseur du milieu de la construction pour l'amener à être davantage numérique, mais on se rend compte qu'il y a le droit s'y rapporte également, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de la force majeure.
puis à travers l'organisme qu'on a créé qui s'appelle Batimatech, je le rementionne. Sandrine Tremblay fait également partie là, du conseil d'administration à titre de secrétaire. Très apprécié. Batimatech, c'est aussi une entreprise qui accompagne les acteurs du secteur de la construction, entre autres parce qu'on a commencé à faire les webinaires. On rappelle que c'était prévu bien avant le COVID-19. Donc, on touche tout ce qui est les outils de collaboration, on touche en fait là où la construction pourrait aller, là où la construction devrait aller. Évidemment, Batimatech fonctionne avec, comme tout le monde, avec de l'abonnement, avec des commanditaires, des partenaires, des parrains. Donc, évidemment, on vous encourage à devenir membre de Batimatech. Présentement, c'est plus de 50 entreprises qui en font partie et à travers leur membership, ça leur permet entre autres de pouvoir participer à des webinaires. Ça leur permet éventuellement de créer un échange entre eux et sous différentes formes. Donc, on parlait de l'événementiel, mais on parle aussi peut-être qu'éventuellement, on va organiser aussi prochainement un 5 à 7 où on pourrait échanger entre nous de façon plus informelle. Quand on pourra. Comment? Quand on pourra se voir en face. C'est ça, exact. Mais nos 5 à 7 étaient quand même populaires. On rassemblait à peu près 75 personnes à chaque fois. Donc, en devenant membre de Batimatech, vous avez plusieurs bénéfices, dont entre autres d'être affiché sur le site, le lien vers votre logo et d'autres éléments. Donc, 30 $ par mois, 295 par année, qu'importe l'entreprise. Et après ça, vous avez des réductions pour l'ensemble des autres éléments qui s'y rattachent. Et enfin, on a eu une présentation la semaine dernière avec la gestion de projet à l'ère du numérique avec Jessica Lelièvre d'Ovation Technologies. C'est présentement en ligne sur YouTube, donc on va vous partager le lien, mais vous pouvez le trouver sur le site de Batimatech. On a eu également cette semaine le télétravail, pourquoi et comment, avec Robert Meunier de Maestro Technologies. On vient de recevoir la présentation, donc on va vous la partager à ceux qui ont participé à ce webinaire-là, mais également l'enregistrement du contenu. La semaine prochaine, on va avoir opéré son entreprise en temps de crise, donc le point de vue d'une personne qui a 25 ans d'expérience dans ce modèle-là, en comptabilité et en gestion stratégique. Et enfin, on a l'approvisionnement local durant et après la crise qui va avoir lieu le 23 avril prochain. Puis, il y en a d'autres sujets qui vont être abordés avec différents intervenants. Donc, on a des vidéos et tout ça. Et ça, c'est dans le cadre de Batimatech, qui était l'événement qui nous a amenés à vous proposer aujourd'hui des webinaires. On rassemble les gens, on les rassemble maintenant à travers la plateforme qu'on utilise qui s'appelle Zoom. On a des gens dans notre conseil d'administration. Brièvement, on a la parité, mais on a aussi beaucoup d'expertise. On pense à Annie Daniel, on pense à Denis Ménard, Serge Cormier, Robert Meunier, Jean-François Ouellette, Jeffrey Larchevêque, Sandrine Tremblay, Martine Pétune, puis Cindy Bertillon. Et à l'occasion, s'ajoutent des nouvelles personnes comme observateurs de nos CA ou de nos comités. Évidemment, devenant membre, vous allez pouvoir également aussi faire partie des comités, le cas échéant. Et enfin, l'équipe Batimatech, c'est plusieurs personnes, ce n'est pas une seule, et c'est à travers beaucoup de collaborateurs qu'on arrive à monter l'ensemble de l'œuvre. Donc, Francis, Nicolas, Iman, Giovanni, Lily, Catherine, Sophie, Serge, Amélie et Denis. Donc, voilà. Et enfin, Batimatech, c'est fait pour l'ensemble des œuvres. Donc, ça vous va comme ça? Puis, moi, je viens du secteur de la construction. Je suis né ici à Montréal. Bonjour les gens de Québec. Et à travers Batimatech, on espère qu'on est capable d'amener le secteur à être davantage innovant, etc. Et ce qu'on va développer dans les prochains mois, les prochaines années, parce que dans le fond, on avait une vision de l'après-COVID, vitrine technologique, visite interactive, série de webinaires, on en a déjà plusieurs, accompagnement, incubateur, accélérateur, excubateur. Ça, c'est un projet qui est pour 2021-2020. Au plaisir. Donc, grosso modo, c'est ça. Et on remercie Sandrine ainsi que Catherine pour leur participation. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Catherine et Sandrine? Non, ça va de mon côté. Non, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On espère que ça a été pertinent. Puis, de toute façon, on reste à l'écoute aussi de nos clients en ce moment. Puis, si un autre sujet pourrait être donné via la plateforme de Batimatech, je n'hésiterai pas à prendre la parole à cet égard-là avec Francis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on vous invite entre nous, à entrer en relation si c'est le cas, parce qu'on est tous dans la même situation où on travaille avec de l'inconnu. Donc, on doit collaborer davantage. Donc, on vous invite à communiquer, à rester en relation avec l'ensemble des gens autour de vous. Au plaisir. Salutations à toute la gang. Puis merci pour votre participation. Merci. Merci. Au revoir.